Culture Soccer. Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue à Culture Soccer. Aujourd'hui à l'émission, j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés pour la deuxième fois de la saison, Adi Raphaël. Ça va bien mon ami? Ouais, ça va et toi Anthony? Ça va très bien, quoi de neuf ces temps-ci? Tout va bien. Très excité par tous les projets qui se passent à droite et à gauche pour moi, là, avec le nouveau projet d'un podcast anglophone sur la CAN PL, en plus du site, du magnifique site Culture Soccer, où on fait partie tous les deux. En tout cas, il y a plein de projets, on est tout content, plus les renards du soccer, qui est aussi sur le site web Culture Soccer. En tout cas, il y a beaucoup de travail, mais j'adore ça. Toi? Oui, ça va très bien, oui. Puis on le rappelle, hein, ton podcast, le premier podcast sera disponible sur Culture Soccer, même s'il est en anglais. Et on va collaborer ensemble sur le site avec ce podcast. Et d'ailleurs, Adi, là, on ne va pas tarder, car aujourd'hui, on est heureux d'avoir deux invités. Donc, nous allons revenir sur le mercato MLS aujourd'hui. Cette fois, on va y aller du côté des départs, car jeudi dernier, la plupart des ligues européennes fermaient leur mercato. On a pu voir Miguel Almiron partir pour une somme record, mais également failli voir le départ de Luciano Acosta du DC United vers le PSG. C'est pour ça qu'on a la chance d'accueillir aujourd'hui Florian du compte FR du DC United. Florian, ça va bien? Ça va très bien et toi? Ça va très bien, merci. Aujourd'hui, on t'a invité pour parler d'Acosta, mais avant, juste pour savoir, la pré-saison se passe bien au DC? Oui, aujourd'hui il y a eu un match amical, ils ont gagné 1-0, bon, on a gagné sur un but contre son camp, mais sinon déjà la victoire est là, donc ça se passe bien pour l'instant. Oui, et tu es content des arrivées et des départs? Oui, au niveau des arrivées et des départs, hein, au niveau des arrivées, on a eu le jeune comment il s'appelle, de l'Estudiante. Après il y a Rodriguez, eu c'est ça? oui, Rodriguez, c'est ça, voilà. Titi Rodriguez. Il y a eu aussi Leonardo Jara. Et on a eu deux gardiens aussi, donc pour compléter le départ de Oustid et Clark. Donc comme ça, on a nos trois gardiens avec Hamid. Donc non, au niveau recrutement, je suis assez content. Et puis on a eu la petite frayeur, hein, voilà, Costa. Donc oui, à Costa, je m'y attendais pas du tout. J'ai vu ça, j'y ai pas cru. Et je voyais que ça commençait vraiment à s'amplifier. Je voyais que Acosta était vraiment parti et qu'il passait ses visites médicales. Et donc, en fait, les visites médicales, elles n'étaient pas réservées juste au PSG. En fait, c'était vraiment pour toutes les équipes européennes. Ça marchait pour toutes. Et oui, du coup, Paris, ils ont tenté de signer Acosta et ça a bloqué avec DC parce que DC voulait que Paris paye les 10% que Boca Junior devait toucher sur le transfert. Et aussi que DC voulait une grosse part sur la revente, parce qu'ils se doutaient très bien que Paris, ils n'allaient pas garder Acosta très longtemps. Acosta, il allait rester certainement 6 mois et après être prêté ou revendu derrière. Donc ils ont préféré faire ça, mais Paris, ils n'ont pas cédé aux attentes parce que c'était un peu trop gros pour eux et du coup, ils ont préféré lâcher l'affaire, quoi. En fait, c'est une très bonne chose que tu mentionnes ici, Florian, parce que ça prouve aussi que la MLS commence à s'adapter au marché du foot mondial, non seulement en exportant des joueurs de la MLS vers l'Europe ou vers les d'autres championnats, mais aussi à comprendre aussi les mécanismes derrière tout ça, de comment ça marche, parce qu'en MLS, ça marche pas la même chose avec les échanges et ainsi de suite. Ça marche pas, le marché est pas pareil à ce qu'on voit en Europe. Mais je suis content de voir que les clubs commencent à un peu plus s'intéresser à ça en demandant des plus-values, des pourcentages sur le transfert ou ainsi de suite. Je trouve ça quand même intéressant de voir que ça commence à se faire de plus en plus avec les clubs européens et que surtout la MLS arrive les clubs de la MLS arrivent à mettre aussi leurs points sur la table en disant non, je ne serai pas dupe. Excuse-moi Paris, je ne suis pas un nouveau venu, je sais comment les affaires se font et voilà comment moi je veux le faire. Tu veux pas, c'est comme tu veux. Moi je garde le joueur, j'ai aucun problème par rapport à ça. Ouais, c'est ça, exactement. En plus, je suis assez content parce que Acosta, c'est quand même un des joueurs clés de l'équipe. Et je me disais que si on le laissait partir comme ça, parce que je voyais que d'ici négociait vraiment, et je me suis dit, c'est pas possible.
Et je me disais bien quand même qu'ils n'allaient pas se laisser faire non plus, à laisser partir pour si peu. Et je me disais bien qu'ils voulaient énormément pour peut-être le remplacer derrière par un autre joueur désigné ou d'autres jeunes. Et je suis bien content parce que Acosta, même s'il serait parti, j'aurais été content pour lui. Après, c'est derrière pour lui, j'aurais eu peur de ce qui serait passé derrière. Pour nous, après, on aurait récupéré une bonne grosse somme d'argent, certes, mais on se serait affaibli aussi. Donc, ça m'aurait un petit peu déçu parce que là, on a une superbe équipe. Et au final, je suis bien content qu'il soit resté parce que là, on a vraiment une bonne équipe pour entamer la saison et pouvoir prétendre aux playoffs et voir plus. Oui, et c'est surtout que, comme Adi l'a dit un peu plus tôt, il y a 10 et même 5 ans, je crois que un club comme le Paris Saint-Germain aurait approché un club de MLS. Je crois que le club MLS aurait dit ah, donne-nous 2, 3 sacs de ballon et on te donne le joueur. Je pense qu'il aurait été vraiment intimidé par la prestance du Paris Saint-Germain et finalement DC United, le deal a capoté à cause de quelques détails. Donc c'est chapeau à vous. C'est quand même assez particulier. Et c'est qu'est-ce qui s'annonce pour Luciano Acosta? Certains parlent de peut-être un retour en Argentine l'année prochaine. Est-ce que toi, tu espères la prolongation d'Acosta? Alors, moi, de ce que j'ai vu avec Washington Post, ils avaient dit que si le transfert ne se ferait pas, sa valeur à Acosta, elle augmenterait. Et que donc potentiellement il va y avoir c'est sûr, il va y avoir des discussions entre le club et Luciano Acosta pour renouveler son contrat. Donc là, ils vont devoir vraiment mettre une grosse offre parce que cet événement-là, du coup, ça fait que DC va vraiment vouloir mettre l'argent pour conserver Acosta, vu que son contrat expire l'hiver prochain. Donc ils vont souhaiter lui offrir un contrat de longue durée. Donc il faudra suivre. En tout cas, si je me trompe pas, Florian, je suis pas vraiment à jour avec la masse salariale d'ici, mais je pense qu'il y a quand même de l'espace. Je pense aussi que d'ici n'a que Rooney et Acosta comme joueurs désignés. Donc, est-ce qu'il y a un troisième joueur désigné? Non, je pense pas. Non, il me semble pas. Il y a Zoltan Stieber. Zoltan Stieber, je sais qu'il touchait le plus gros salaire, mais depuis que Rooney est arrivé, maintenant c'est plus lui. Mais Stieber touchait 1 million et c'était celui qui avait le plus gros salaire. Oui, mais lui, il est joueur TAM, non? Et je pense pas qu'il est joueur désigné. Oui, oui, les joueurs On TAM. a vu là. Ouais, c'est ça. Donc, ce qui veut dire que, bon, la marge, elle est là. DC a annoncé comme quoi, avec les nouveaux investisseurs, comme quoi ils avaient de l'argent. Donc, je pense pas que Acosta, il y aura un problème à prolonger Acosta. Si Acosta le veut, on n'oublie pas qu'Acosta est quand même encore jeune. Puis sa chimie avec, il a, je pense, 24 ou 25 ans, si je me trompe pas. 24. 24 ans, c'est ça. Puis la chimie qu'il a vue avec Wayne Rooney est quand même extraordinaire. Et c'est pas facile de trouver une chimie, des automatismes aussi rapidement avec un autre joueur. Puis c'est eux qui ont presque levé, ramené DC en séries éliminatoires l'année passée. Donc, en tout cas, ce serait vraiment très surprenant de voir Acosta pas prolonger, en tout cas selon moi. Mm. Et, et moi, je me rappelle la saison dernière, hein, certains Parisiens rigolaient de sa taille, mais moi, je me souviens du but qu'il avait fait en fin de match face à Orlando. Je crois la fameuse passe de Rooney Ouais. et son but magnifique. Et de la tête, effectivement, De son la but de la tête. tête. Ouais, Ça, mais ridicule. après, voilà, ils suivent pas la MLS, donc ils peuvent pas savoir non plus. Donc voilà. Ouais, Après, Oui, mais ce que j'ai trouvé sympathique, par contre, c'est que lors de l'équipe du soir, où Antoine Latran, non, ben, notre collègue, est passé, lorsque lui, il était en train de parler d'Acosta pour expliquer à l'équipe du soir que c'est qui Luciano Acosta, ils ont montré ils ont montré le ralenti du but avec le but de la tête de Acosta. Donc, j'ai trouvé ça quand même un beau petit clin d'œil de ce point de vue-là. oui, et d'ailleurs, là, on parle des fans un peu plus européens. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, peux-tu nous présenter un peu Acosta là, pour tous ces Parisiens qui se disent qu'est-ce qu'on a manqué? C'est quoi qu'il aurait pu apporter au Paris Saint-Germain? alors que ça, qu'est-ce qu'il aurait pu rapporter au Paris Saint-Germain s'il était utilisé vraiment au poste de 10, je pense que ce qui aurait été le cas, parce que avec Neymar qui jouait de temps en temps en 10 sous Thomas Tuchel, il aurait apporté. Ça aurait été un petit joker, un très bon petit joker. Il est rapide, il est technique, il a une bonne qualité de passe, il a une bonne vision de jeu. Après,
il a un défaut, c'est qu'il a des fois trop tendance à garder le ballon, même si maintenant il le fait moins. Mais non, oui, franchement, Acosta, ça aurait pu être un bon coup pour Paris, peut-être. Après, c'est à lui. Il fallait voir aussi comment il se serait intégré, s'il aurait été adapté au championnat ou pas. Donc, c'est tout à jouer, c'est pour ça. Ouais, effectivement, et je suis content que tu le dises comme quoi je pense qu'il s'est beaucoup amélioré. En fait, je pense que Rooney a fait en sorte, je pense qu'Acosta, il faut pas oublier qu'Acosta était là avec DC, puis il n'y avait pas grand monde quand Acosta a signé à DC, donc il sentait qu'il devait tout faire lui-même. Même Stieber, c'était pas non plus un grand quack, pardon, crack, et je pense que quand Rooney est venu, c'est là où on a vu Acosta un peu plus jouer beaucoup plus collectif et ainsi de suite. Et je pense que si jamais il avait été signé par le Paris Saint-Germain, être entouré de si bons joueurs, je pense que ça aurait été assez naturel pour lui de passer le ballon plus souvent. Ouais, exactement, c'est ça justement ce que j'allais dire. Parce que oui, genre Acosta, en fait, il fallait qu'il soit bien entouré. On l'a vu au début, ses 2 premières saisons. On voyait qu'il avait le potentiel, justement, et c'est pour ça que d'ailleurs DC avait levé son option d'achat à la fin de la saison, quand on l'avait eu en prêt, parce qu'ils ont senti qu'il avait quelque chose, il avait le potentiel pour faire avancer l'équipe. Et en fait, ce qui manquait pour Acosta, pour qu'il prenne vraiment en maturité dans son jeu et tout, c'est qu'il devait avoir quelqu'un qui l'entoure bien. Et Rooney, justement, au moment où il est arrivé, c'est là où on a vu Acosta qui s'est libéré, qui avait moins de pression, qui avait moins de responsabilités, et c'est là qu'il s'est lâché. Et on voit, par exemple, sur les 2 premières saisons. Donc la première saison, il a fait 32 matchs, il avait mis 3 buts, 8 passes décisives. Donc c'était pas mal. Et en plus, il ne l'avait pas fait jouer en 10 au début, il le faisait jouer en 9. Et plus tard, ils l'ont fait jouer 10. La deuxième saison, il a fait 31 matchs, 5 buts et 4 passes décisives. Et là, on voit sur la dernière saison, là, donc saison 2018, c'est vraiment sa meilleure saison. Il a fait 34 matchs, 10 buts et 15 passes décisives. Oui, c'est ça. Puis c'est surtout que tout le monde parle de Miguel Almiron. Il est parti pour 21 millions de pounds. Mais au final, Miguel Almiron, là, c'est le même nombre de matchs de jouer, à peu près la même âge. C'est 12 buts et 14 passes décisives, tandis que Luciano Acosta, dans une équipe avec beaucoup moins de qualité, c'est quand même 10 buts et 17 passes décisives. Donc, les deux joueurs sont semblables niveau statistique. Et c'est pour ça que je comprends d'ici d'avoir refusé pourquoi pas une offre à 9 millions. Moi, Luciano Acosta, si je vais partir dans les prochaines années, là, c'est du 15 millions minimum pour moi parce qu'il a à peu près la même valeur qu'Almiron, selon moi. C'est juste qu'il est un peu plus sous les radars. Ouais, effectivement. Effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. Une petite question comme ça, juste pour passer le temps. Florian, qu'est-ce que tu penses de la vente de Matox? T'étais très fâché ou? Ah moi, je trouve ça un peu dommage pour lui. C'était dommage. L'arrivée de Rooney, j'étais un peu réticent quand même. Mais après, voilà, Rooney m'a fait mentir et tant mieux, je préférais ça. Mais Matox, il a quand même répondu quand il rentrait, il marquait quand même. Et Matox faisait une très bonne saison parce qu'on voyait que voilà, Matox, il avait un peu de mal de temps en temps. Et quand il arrivait à DC, déjà la première partie de saison, il marquait déjà 8 buts alors que l'équipe était en pleine galère. Et non, j'étais un peu déçu pour lui. Et je me suis dit, ça aurait été bien de le garder justement pour plus tard. Mais après, bah, ils ont décidé de le vendre. Après, tant mieux pour lui. Comme ça, au moins, il pourra jouer et peut-être qu'il va exploser dans son autre équipe. J'espère pour lui. Exactement, juste pour les auditeurs, pour ceux qui ne savent pas, Florian trouvait que Matox était un très bon attaquant et que ça allait être sa saison l'année passée. Effectivement, il a très bien fait. Moi, j'étais un peu plus réticent. Anthony, je pense aussi, il était aussi réticent et Antoine aussi était assez réticent à penser que Matox allait avoir du succès. Donc, juste, c'était une petite vanne de ce point de vue-là. Oui, et finalement, c'est Florian qui a quand même eu raison. Je crois que Matox, c'est 10 buts la saison dernière. Effectivement. Florian, c'est tout le temps qu'on avait. Merci énormément. Pour ceux qui ne te suivraient pas déjà, c'est où qu'on peut te suivre? Alors, donc vous pouvez me suivre sur Twitter avec mon compte DC United France. Donc, l'arobase, c'est United DC-6 France. Et puis voilà, vous pourrez me suivre les aventures de DC United et peut-être gagner la 5e MLS Cup. Oui, dans ce magnifique Audi Field. Donc, merci énormément, Florian. Et à la prochaine, on risque de se reparler dans les prochaines semaines pour le guide le guide de la saison. Ah, d'accord, pas de souci, avec plaisir. Parfait, merci.
Merci vous aussi. Deuxième partie du podcast, on reçoit Raphaël du compte FR d'Atlanta. Tout d'abord, Raphaël, ça va bien? Ouais, ça va très bien et vous? Oui, ça va très bien, merci. On est toujours avec Adi. Adi, ça va toujours bien? Ça va toujours bien, toujours en forme. Une très belle discussion avec Florian de DC. Puis on attend voir ce que Raphaël va nous offrir. Oui, et Raphaël, avec Atlanta, en ce moment, comment va la pré-saison après le titre de 2018? Bah, bon, pour l'instant, la pré-saison, ça va plutôt bien, même si c'était hier, on a eu un match amical face aux Sounders. On a gagné 7-1, mais bon, c'était qu'un match amical. Donc, bon, je vais pas cacher, j'ai pas pu voir le match parce que bah, c'était très dur de suivre en live ce match-là. Mais bon, c'est toujours délicat de savoir où se situer par rapport à ce genre de match parce que quand c'est une victoire fleuve comme ça. C'est un peu. Et après, on a l'air d'avoir des joueurs qui sont arrivés motivés, comme Dayan Pereira, qui a l'air d'être très motivé, et qui a mis 2 buts hier, a priori. Donc ça fait plaisir de voir ce genre de situation. Et on a aussi l'entraîneur de Bauer qui se sent plutôt bien à Atlanta sur son premier mois ici. Donc ça aussi, c'est de bon augure pour la suite. Oui, on pourrait dire vraiment qu'Atlanta a un peu changé de visage, hein, avec quelques départs comme Almiron, Tata Martino qui est parti. Mm. Est-ce que tu trouves que l'équipe a bien recruté en allant chercher des joueurs comme Brickshea ou Pereira de Watford? Euh, alors, c'est vrai que les départs d'Almiron et Tata, notamment, ça, c'est les gros départs vraiment qui vont être peut-être préjudiciables à l'équipe. Après, par rapport aux recrues, bon, bah, Breccia, c'est très dur de juger parce que il a jamais été très stable et ça, c'est l'avenir qui nous le dira vraiment. C'est dur de dire. Pereira, c'est aussi un pari. On a vraiment beaucoup de paris cette année. La seule valeur sûre, c'est Pity Martinez. Qui a su montrer quand il était arriveur que c'était un joueur de grand talent. Et concernant l'entraîneur, bon, moi je fais confiance aux dirigeants d'Atlanta parce que on parle beaucoup des expériences ratées, notamment du côté de l'Inter pour De Boer, mais on oublie aussi souvent que qu'il a aussi gagné 4 titres en 6 saisons à Ajax et l'Ajax, bon, ça peut-être un peu plus se rapprocher du cadre qu'il aura ici à Atlanta. Pour revenir un peu sur Franck Debord, juste pour que nos auditeurs soient au courant, parfait, on parle de l'Inter, comme quoi c'était un flop total à l'Inter, mais bon, l'Inter, c'était pas l'équipe la mieux dirigée du monde, hein. À Ils ce étaient moment-là, ouais. Ouais, exactement. Donc, l'Inter était vraiment dans un trou. Il y avait des problèmes entre les dirigeants, entre eux. Le recrutement était très mal fait. Donc, on peut pas le juger sur ça. D'un autre côté, aussi, il a eu une mauvaise expérience à Crystal Palace. C'était la Ouais. même chose à Crystal Palace. On peut pas lui en vouloir par rapport à ça. Moi, j'ai hâte de voir ce que De Boer va faire. J'espère qu'on va pouvoir voir un peu le jeu un peu fluide de l'Ajax, du temps où il était à l'Ajax. On se rappelle que De Boer, c'était quand même un excellent joueur aussi, qui a joué au FC Barcelone, qui a joué dans de très grands clubs. Il a joué à Ouais, l'Inter tout à Milan fait. aussi. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il va instaurer à Atlanta. Oui, Mais et Raphaël, on t'a surtout invité de Miguel Almiron. On le sait, il est parti pour 21 millions de pounds. Mm. C'est un record MLS. Pour les fans de EPL ou même de Newcastle qui ne le connaîtraient pas, peux-tu nous parler un peu de lui? Almiron, c'était vraiment notre maître à jouer bon, sur cette saison, mais aussi celle d'avant. Nous, on l'a récupéré à Lanus. On l'a transféré pour 7,5 millions d'euros. Dès la première saison, il a su bien s'intégrer dans le collectif d'Atlanta. On a beaucoup parlé de Joseph Martinez par rapport à ses records de buts, mais il faut pas oublier que derrière, il y avait Almiron qui était là pour travailler. Et quand il n'a pas été là cette saison, on a vu que Martinez était moins efficace. Donc voilà, c'est un joueur qui sait faire briller les autres, qui aussi marque des buts cette saison et la saison dernière, il a approché les buts et il les a dépassés cette année.
Les passes décisives, c'est vraiment son atout. Il est vraiment très régulier là-dessus. Pareil, il est aux alentours de entre 10 et 15 à chaque fois. Donc c'est vraiment un très très bon joueur qui est vraiment tourné vers l'avant, qui a une grinta. Je pense que Newcastle va se régaler avec ce genre de joueur. Et beaucoup de clubs étaient sur lui au mercato. Donc je pense que Newcastle, c'est un très bon choix de leur part en tout cas. Oui, Exactement. J'aimerais juste par contre, excuse-moi Anthony, j'aimerais juste par ça contre va. préciser aussi aux éditeurs, Lanús, c'est vraiment un club en Argentine, juste pour qu'il n'y ait pas de jeu de mots. Oui. Mais c'est vraiment un club en Argentine et un très grand club aussi. Donc, juste petite spécification par rapport au nom du club. Oui. Selon vous, les gars, qu'est-ce que ce transfert représente pour la MLS? C'est vraiment du jamais vu. Toi, Adi, qu'est-ce que tu en penses? Ben, c'est sûr que c'est quand même une très belle vitrine pour la MLS de voir ce genre de joueur-là qui dominait en MLS Mm. arriver dans un championnat aussi réputé. On s'entend que le championnat anglais, c'est le championnat le plus suivi au monde. Donc, ça reste que voir un joueur de MLS être transféré pour une somme d'argent qui de nos jours, je dirais pas est mirobolante, mais c'est quand même une bonne somme d'argent. C'est pas un petit montant non plus. C'est pas un 100 millions, un 100 millions d'euros non plus, mais c'est quand même une bonne somme pour une ligue, la MLS, qui est encore vue en Europe comme une ligue de retraités ou une ligue là, genre, je regardais l'équipe du soir et ils disaient comme quoi Ouais. niveau Ligue 2, non, c'est pas le niveau Ligue 2. Il faut arrêter de penser à ça. On n'est plus en MLS en 96. La MLS de nos jours est bien au-dessus de la Ligue 2, d'après moi. Après c'est Almiron, c'est quand même c'était un des top joueurs, si ce n'est le meilleur joueur de la ligue. Pour moi, Newcastle c'est une belle pioche pour Newcastle. Après, il faut vraiment le mettre en confiance. Il faut vraiment bâtir autour de lui. J'ai vu une question sur Twitter de Monsieur Foot de Foot qui demandait est-ce que vous pensez que les prestations d'Almiron pourraient vraiment être liées au jugement et à la performance de Rafa Benitez? Moi, je pense que oui. C'est la recrue phare du mercato. Je pense que c'est peut-être le dernier espoir de Benitez de garder son poste Mm. et de faire remonter à Newcastle un peu plus haut dans le classement. Je ne connais pas le classement de Newcastle maintenant, mais je sais qu'ils ne vont pas très bien. Donc, en tout cas, oui, c'est une très belle vitrine pour la MLS et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Moi, je suis sûr qu'il va réussir en MLS si jamais il arrive euh, à coper avec l'engagement physique. Et parce que la première ligue, c'est quand même physiquement, c'est quand même assez costaud. Oui, et toi, Raphaël, est-ce que tu es du même avis? Ouais, tout à fait. Je suis vraiment du même avis parce que c'est vrai que la MLS en France et même un peu partout en Europe, c'est bah, voilà comme disait Adi par rapport à l'équipe du soir. C'est vrai qu'ils ont dit que c'était sûrement du niveau Ligue 2 ou entre voilà fin de tableau Ligue 1, début Ligue 2. Donc bon, c'est vrai qu'on a encore un problème de visibilité par rapport à la MLS où les gens voilà pensent encore que la MLS c'est la MLS qui a eu un flop à ses débuts. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que tout s'est reconstruit derrière autour d'un nouveau modèle. Et aujourd'hui, on voit que les clubs de MLS, c'est pas seulement des clubs qui attirent des joueurs âgés comme bon, bien sûr les exemples les plus connus quand on parle d'MLS, ça va être les Zlatan, les Pirlo, les Lampard. Et du coup, on a encore cette image-là, mais maintenant on se dit ah d'accord, en MLS, il y a aussi des joueurs plus jeunes qui sortent, qui sont transférés dans les clubs anglais et voilà, qui sont pas formés, mais qui ont fait leur première classe en MLS. Les jeunes joueurs, c'est le cas à Atlanta, mais je pense que ça va se développer dans de plus en plus d'équipes. On voit aussi même au Galaxy des joueurs qui sont prêtés. Je pense à Antuna qui est arrivé récemment. Donc, de plus en plus de jeunes joueurs maintenant arrivent en MLS et sont appelés à ensuite revenir ou aller dans les plus grands clubs européens. Oui, et c'est une grosse perte, Almiron, mais il y a quand même un gros joueur qui va le remplacer.
Almiron a son successeur et c'est Pity Martinez qui sera le passeur attitré de Joseph Martinez. Ça va faire un beau duo de Martinez, hein, Raphaël? Ouais, je pense que ça va faire un très beau duo. Bon, on va peut-être attendre quelques matchs pour trouver les automatismes. On verra aussi la pré-saison ce que ça donne, mais je suis impatient de voir Pity Martinez jouer sous les couleurs d'Atlanta parce que il a montré de très belles choses quand il était à River. Et bon, pour ceux qui savent pas, il a été aussi élu meilleur joueur des clubs sud-américains. Donc c'est vraiment pas n'importe qui arrive à Atlanta. Et je pense que voilà, ça peut faire très très mal cette année si jamais les deux Martinez arrivent à s'entendre. Parfait, donc tu as confiance en lui. Ah oui, là, pour l'instant, j'ai toute confiance en lui. Bon, on verra si l'avenir me donne raison, mais bon, je pense que c'est un très bon choix de l'avoir recruté et j'espère qu'il va réussir avec nous. Ouais. Oui, ben, moi, je suis d'accord avec toi. C'est sûr que c'est quand même un des meilleurs joueurs qui était en Amérique du Sud. Et je suis par contre un peu sceptique par rapport à certaines autres recrues. Ben, en fait, une recrue en particulier qui est Break Shea. Ben, Antoine et moi, et je pense Anthony aussi, on se moquait souvent de ce Ouais. joueur-là au potentiel jamais vraiment réalisé et qui s'occupe un peu pas assez de son football. Mais je suis curieux de voir. Je suis curieux de voir. On n'oublie pas que Brek-Shea a été à un moment un joueur désigné en MLS. Hein. Mais sauf que il est juste pas là. Il est pas là. Est-ce qu'il va jouer en tant que latéral gauche? J'espère pas parce que défensivement ça craint. Est-ce qu'il va jouer en tant qu'ailier gauche? J'espère pas parce qu'il y a de meilleurs joueurs. Je vois pas qu'est-ce qu'il vient faire là. Après, bon, je me dis peut-être que ce sera la doublure de Georges Bello ou bien c'est pour faire apprendre à Bello encore plus le métier ou l'aider à ne pas faire ce que lui a fait. Mais je sais pas, j'ai aucune idée. C'est très curieux de voir Brek-Shea dans cette formation. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que j'étais le premier surpris en le voyant arriver parce que bon, je pensais pas. C'est vrai que je pensais pas du tout à ce genre de joueur que ce genre de joueur allait débarquer à Atlanta. J'ai pas trop compris non plus. Bon, après, on n'est pas à l'abri de pouvoir peut-être le relancer un peu. Si c'est un pari qu'on tente et on verra bien ce que ça donne. Mais c'est vrai que bon, alors, peut-être c'est pour encadrer Bello, mais je sais pas si c'est forcément le meilleur joueur pour encadrer Bello. Donc ouais, c'est vraiment un énorme pari qu'on tente là. Ouais, j'en Oui, doute pas. oui, et surtout, il y a quelques acquisitions, comme vous dites, d'Atlanta qui posent question, hein, des Break Shea. Il y a Pogba aussi, le frère de Paul Florentin qui va s'amener en MLS. Et, toi, Raphaël, est-ce que tu crois que l'année 2019, ça peut être un deuxième titre d'affilée pour toi? C'est toujours compliqué voilà, quand on gagne un titre, de repartir à la conquête d'un nouveau, et c'est à ça que vraiment les grandes équipes à se démarquer. On verra. Franchement, je pense que ça va être compliqué parce que c'est l'année où maintenant où on crée plus la surprise. Tout le monde va nous attendre, tout le monde va vouloir battre le champion en titre. Donc ça risque d'être une année compliquée. Après, je pense que pour les playoffs, bien sûr, ça devrait être jouable. Mais ça risque d'être une année plus compliquée qu'on peut le penser parce que voilà, il n'y a plus d'effet de surprise. Tout le monde nous attend et par rapport aux recrues, Brek-Shea, c'est vrai que c'est un pari, mais si Florentin Pogba, on en a parlé, ça va bientôt être officialisé a priori. Donc ça aussi, c'est un énorme pari. Très surpris aussi de le voir débarquer à Atlanta. Donc bon, après, je me dis que s'il vient, c'est qu'il y a peut-être une derrière tête, une raison. Et bon, les gens qui sont en place sont sûrement plus compétents que moi pour juger ce genre de recrue. Donc je leur fais confiance. On verra bien ce que ça donne. Est-ce que tu penses, une question pour toi, est-ce que tu penses qu'il va y avoir quand même un changement tactique important imposé par De Boer? Parce que moi, je regarde la recrue Pogba, puis je me dis avec Parkhurst et Pires, comment il s'appelle? Leandro Ouais, Gonzalez. ouais, lui. Avec lui, je pense, est-ce que tu penses qu'il y aura une défense à 3 ou une défense à 5? Je sais pas, ça a l'air assez parce que je doute que Pogba a été signé pour cirer le banc. Je sais pas. Bah, moi, je pense qu'il va passer peut-être avec une défense à 5 en tout cas avec peut-être des latéraux qui seraient plus hauts, qui serviraient de piston sur les côtés, notamment
Là, je pense notamment à Bello qui a une bonne pointe de vitesse et qui peut très bien convenir dans ce jeu-là. Hier, malheureusement, j'ai pas pu le voir. La compo n'avait pas été donnée. En tout cas, on ne sait pas sur quelle formation ils ont joué. Les prochains matchs, je pense que ce sera donné parce que hier, c'est vraiment. Enfin, j'ai essayé de suivre par rapport au live de Twitter d'Atlanta et même sur le site, c'était très compliqué. Mais en tout cas, ouais, je pense qu'il va y avoir un changement tactique, peut-être plus sur la possession et après avec des latéraux qui montent et qui vont centrer sur José Martinez. Donc, un style de football total aux États-Unis amené par debord, tu penses? Ouais, je pense que ça pourrait y ressembler. Ouais. Parfait. Parfait. Et Adi, j'ai une dernière question pour toi. On le sait, Atlanta fera partie de sa première CONCACAF Champions League. Est-ce que tu crois qu'ils peuvent aller loin dans la compétition? Ben, j'espère qu'ils vont aller loin. Je pense que on est en train de prouver à la Liga MX au Mexique et à toutes les autres ligues en Amérique du Nord, comme quoi, et aux Caraïbes, comme quoi on est vraiment en progression et on est capable maintenant de rivaliser avec les clubs mexicains. On regarde que dans les 3 dernières années, quand même, les clubs MLS sont allés assez loin. On voit l'Impact qui était arrivé en finale. On a vu Toronto qui est arrivé en finale. Oui, j'aimerais beaucoup qu'Atlanta aille loin. Après, c'est quand même, comme le dit Raphaël, c'est quand même, il y a beaucoup de points d'interrogation. Quel sera le système de jeu? C'est un nouvel entraîneur, le meilleur joueur de l'effectif, en tout cas le co-meilleur joueur de l'effectif qui est parti. Il faut voir si la mayonnaise va prendre. Il faut voir si jamais les joueurs vont adhérer au discours du coach et au système tactique du coach. Mais point de vue de talent, sur papier, oui, Atlanta a tout pour rivaliser et même remporter la Ligue des Champions, je pense. Ils ont tout. Mais après, beaucoup de points d'interrogation. Mais t'es du même avis? Moi, ouais, je pense vraiment qu'il y a ce papier, il y a les joueurs, il y a les joueurs pour. Après, comme je disais, c'est pareil pour la MLS, mais faut vraiment que la mayonnaise prenne. Et ça, c'est la grosse interrogation de la saison. Est-ce que les nouvelles recrues, est-ce que le départ d'Almiron et est-ce que l'arrivée de Bauer, ça va réussir à fonctionner ensemble? On verra ça. En tout cas, si ça fonctionne, oui, on est armé pour remporter cette Ligue des Champions. Et, bon, après, voilà, on aura le début de la compétition fin février face à Herediano, un club costaricain. Donc ça devrait être plutôt facile et on va pouvoir se tester aussi face à Tijuana dans les matchs de la saison. Donc on verra bien ce que ça donne face à ces clubs sud-américains. Parfait, merci Raphaël, c'est tout le temps qu'on avait. Pour ceux qui voudraient te suivre, c'est où qu'on peut te retrouver sur Twitter? Alors, on peut me retrouver sur Twitter. Bon, c'est le seul compte actif français d'Atlanta. Donc c'est Atlanta UTD underscore FR. Parfait, merci beaucoup Raphaël et on remercie encore une fois Florian avec le compte DC United FR. Je tiens également à vous remercier, vous, chers auditeurs et auditrices, d'être fidèles à chaque semaine à écouter Culture Soccer en podcast. Mais très bientôt, grâce à Adi et son partenaire Michael Miller, vous allez avoir également la chance de pouvoir écouter le premier podcast, un podcast sur la Canadian Premier League anglophone. Moi, j'ai hâte d'écouter le premier qui est déjà sur notre site, mais pas à l'enregistrement. Adi, est-ce que tu veux parler un peu de ce podcast avant qu'on termine? Oui, c'est sûr. Ben oui, effectivement, on va avoir un podcast en anglais sur la Première Ligue canadienne qui va ouvrir ses portes cette année, le 27 avril. Ce sera le premier match. Il y a beaucoup encore d'inconnus, mais il y a beaucoup d'excitation au Canada, en tout cas, pour de voir en fait une ligue professionnelle enfin se lancer après la dernière ligue qu'on avait eue qui a pas trop vécu, qui a arrêté d'exister en 92. Il y a beaucoup de talent au Canada, ça va permettre de développer des joueurs et ainsi de suite. Donc, on a hâte de voir ce que ça va donner. On enregistre aujourd'hui, donc aujourd'hui, nous sommes le 3 février, donc c'est aujourd'hui qu'on enregistre le premier épisode. Et ce podcast-là sera disponible ce soir, le 3 février. J'espère que vous allez aimer ça et que vous allez commenter, nous en parler, ainsi de suite.
Sur ce, merci à tous de nous avoir écoutés. Nous vous remercions pour votre support. Déjà un mois que le site est sorti et nous vous préparons une surprise très bientôt. N'hésitez pas à commenter et partager tout le contenu de Culture Soccer, que ce soit à l'audio ou sur le site web. Sur ce, merci Adi, merci à vous, auditeurs et auditrices, et à la prochaine!